Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité, Jérôme Clément, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une figure incontournable de la politique culturelle en France et depuis des années, depuis le début des années 80. Le grand public vous connaît sans doute pour avoir fondé et dirigé la chaîne culturelle franco-allemande Arte, et donc l'avoir dirigée jusqu'en 2011. Avant cela, vous avez été un acteur majeur des créations en matière culturelle des années Mitterrand, et notamment à la direction du CNC, le Centre national de la cinématographie. J'en oublie. Et votre actualité, c'est le livre La Chine de Mao à Xi Jinping, publié aux éditions de l'Archipel. Alors, pourquoi ce livre, Jérôme Clément, et pourquoi maintenant ? Alors, la Chine m'a toujours intéressé, donc j'avais eu l'occasion... Et ça remonte à longtemps, hein ? Oui, ça remonte 1974, au moins. 1974, exactement, à l'époque de la Révolution culturelle, la fin de la Révolution culturelle. Et donc j'ai fait un voyage à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'Européens qui y allaient, d'Occidentaux d'ailleurs, mais c'était organisé par Jeunesse sans frontières. Et vous dites c'est Fèvre d'Acier qui vous avait conseillé? Bernard Fèvre d'Acier, qui était un de mes amis à l'époque, et qui est toujours, et qui m'avait dit, bah, tiens, tu veux, on va en Chine, il y a une occasion, une opportunité. Je suis parti avec des journalistes d'ailleurs, enfin Nicolas Domnac, on n'était pas nombreux, un petit groupe d'une douzaine de personnes. 3 semaines. Ouais, exactement. Un mois, 3 semaines c'est après. Oui, un mois. Donc assez longtemps dans une Chine qui était complètement verrouillée, enfin qui était en pleine ébullition à cause de la révolution culturelle, la Chine de Mao. Il n'y avait pas de voitures dans les rues, il n'y avait que des bicyclettes, enfin... Comme à Paris aujourd'hui, un pays... voilà. Oui, c'est ça, il y a un peu de ça, oui. Sauf qu'ils avaient tous l'uniforme bleu et le petit livre rouge à la main. Allez-y, pardon. Non. Et donc, on est parti à l'aventure, mais aussi parce que c'était une époque où la Chine intriguait beaucoup. C'était la mode. Oui, c'était la mode, c'était le maoïsme aussi. Vous étiez maoïste à l'époque ? Non, je n'étais pas maoïste. Non, j'étais pas maoïste. Non, j'étais à gauche, mais je n'étais pas maoïste. Mais ça m'intéressait, ça m'intriguait. La Chine, après tout, est-ce que c'est un modèle, pas un modèle ? On voyait bien que l'Union soviétique, c'était pas ce qu'il fallait. On était on était en recherche de quelque chose d'autre. Alors on voyait que l'Union soviétique, c'est pas ce qu'il fallait, mais on occultait ce qui se passait en Chine, éventuellement on ne le savait pas. On ne le savait pas. Hein ? Non, à l'époque, on ne savait rien. On ne savait rien. On savait rien du tout. Donc, et puis à l'époque, on portait des vestes à col Mao, hein, beaucoup. Oui, c'était la mode. C'était la mode, oui. Hein ? Mais c'était la mode aussi au cinéma. La chinoise de Godard, il y avait aussi Solers qui avait emmené un groupe. Oui, c'est ce que vous écrivez dans le livre. Hein ? Absolument. Donc on parlait beaucoup de la Chine. Il y avait beaucoup de maoïsme et d'actualité pro-chinoise. Donc j'avais envie de voir ce qui se passait. Donc ça m'intéressait. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'aller sur place. J'ai fait. Et alors, 2019, vous retournez en Chine pour réaliser un documentaire à l'invitation de la télévision chinoise. Qu'est-ce qui reste de la Chine de Mao dans la Chine de Xi Jinping ? À la fois, rien et tout. Quand je dis rien, c'est-à-dire que le pays s'est tellement développé, a tellement changé qu'on ne reconnaît pas... Maintenant, c'est un grand pays moderne avec des trains, des autoroutes, des infrastructures très, très développées. Alors qu'à l'époque, c'était pauvre. C'était pas misérable, mais c'était pauvre. Donc, tout nous sépare de cette époque-là. C'était pauvre, mais aujourd'hui, vous avez 95% des Chinois qui sont pauvres et une caste privilégiée qui est très riche. Oui, mais enfin, écoutez... mais c'est pas le même train de vie. Non, il y a des trains qui circulent, il y a des commerces, on peut acheter ce qu'on veut, il y a des magasins, il y a un réseau... hospitalier, éducatif, qui est quand même très très au point. Non, c'est un pays qui a complètement changé de statut. Est-ce que vous diriez hyper développé. Un pays capitaliste ou pas ? Oui, capitalisme d'État. Avec une âme communiste. Capitalisme d'État. Mais ce qui n'a pas changé, justement, c'est l'organisation du pouvoir. C'est-à-dire que c'est un pays dans lequel le Parti communiste tient le pays. L'armature du pays, c'est 100 millions de Chinois, 95 millions qui tiennent vraiment l'ossature idéologique et politique du pays. Et finalement, on s'aperçoit que la Chine est restée profondément sur un modèle qui date même pas d'ailleurs de Mao, qui date aussi de l'Empire impérial, de la Chine impériale. Millénaire. Un pouvoir central, trimillénaire. Oui. Un pouvoir central très fort. Il faut dire que c'est un très grand pays avec beaucoup de minorités et qu'il faut arriver à tenir un pays d'1,4 milliard de Chinois, qui est quand même considérable. Donc c'est un pouvoir très centralisé. Avec cette ossature qui est liée à celle du Parti communiste. Ça n'a pas changé du tout et c'est revenu même d'actualité avec Xi Jinping. Et alors, donc 1 mois en Chine en 1974, 3 semaines en 2019, avec quelques d'autres voyages entre les deux, ça suffit pour écrire un livre sur la Chine ? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que ça suffit ? Et en même temps... qu'est-ce que vous avez appris ? Oui,
Bien sûr, j'ai appris beaucoup et puis finalement j'ai toujours été intéressé par la Chine, mais c'est la plupart des livres qu'on a on sait très peu de choses de ce qui se passe sur la Chine. La plupart des livres qu'on a sur la Chine sont des livres de voyageurs. C'était les jésuites, c'était les ambassadeurs, les diplomates. Voilà, il y avait un certain nombre de marchands aussi. Voilà, donc c'est par eux qu'on savait ce qui se passait. Donc je suis dans une tradition finalement qui a toujours existé, c'est-à-dire les voyageurs qui s'intéressent un peu, qui ont des occasions un peu spéciales de connaître le pays, ce qui m'est arrivé en faisant un film à la demande de la télévision publique chinoise. Euh, Avec une c'est censure dans certains domaines ou pas? Oui, Hein? bien sûr, censure, c'est-à-dire que comme toujours en Chine, on vous le dit pas explicitement, on dit toujours oui, etc. Mais à l'arrivée, finalement, on n'arrive pas vraiment à dire ce qu'on veut. Donc ça a été un des grands sujets que j'explique dans le livre de façon très précise. Mm. C'est comment j'étais reçu avec beaucoup de courtoisie, ça s'est très bien passé, mais j'arrivais pas vraiment à dire ce que je voulais. Et on Donc vous dit les choses sans vous les dire. Hein. Il y a alors on les dit par des une- métaphores, par Ouais. des poésies, Ouais. par un certain nombre de discussions dans lesquelles on comprend, on essaye de comprendre ce qui est en jeu, ce qu'ils veulent dire. Vous dites, La référence à la mythologie aussi est très importante. vous dites on essaie de comprendre. Qu'est-ce que vous comprenez de la Chine? Qu'est-ce que vous comprenez des Chinois? Et qu'est-ce qu'on comprend de la Chine? Qu'est-ce qu'on comprend des Chinois en Occident? Ce qu'on comprend de la Chine, enfin ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que c'est l'histoire. Mm. Et ça, je trouve qu'on l'oublie beaucoup. C'est-à-dire que c'est un pays qui a une immense histoire, dans lequel les événements qui sont passés depuis un siècle, notamment l'humiliation du 19e, est un épisode et qui veulent réparer. Ça, on comprend ça. On comprend quand c'est un pays qui a de grandes traditions et qui a une grande histoire. C'est un grand pays avec des choses, des habitants aussi et des interlocuteurs très attachants, Mm. très intéressants, très cultivés. Pas tous, bien sûr, mais ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, ils faisaient partie de cette catégorie. Donc ça, c'est très intéressant. Et en même temps, on comprend aussi que c'est un pays qui est complètement tenu, avec une doctrine très forte et un parti communiste et une surveillance sociale. La surveillance est quand même terrible, quoi. Les caméras partout. Enfin, on se sent pas vraiment dans un pays complètement libre. Ce qui n'empêche pas qu'on a de vraies rencontres et qu'on peut aussi discuter. C'est ça qui est complexe. C'est-à-dire qu'en 74, vous étiez contrôlé par les- l'establishment communiste, si on peut dire. Aujourd'hui, c'est les caméras. Oui. Hein. En 74, on était très encadré. C'est-à-dire que le voyage que j'ai fait, on avait un programme, on était très occupé. On visitait des usines, des écoles, des hôpitaux. On n'arrêtait pas de la journée, du matin au soir. Mais on ne pouvait pas sortir des clous. De toute façon, on ne pouvait pas, ne serait-ce que parce qu'on ne parle pas la langue et que c'est impossible de dialoguer avec des gens qui ne parlent rien d'autre que le chinois. Et moi, ce n'était pas mon cas. Euh, Aujourd'hui, on est plus libre de circuler, etc. Mais il y a effectivement un contrôle social des caméras et des interlocuteurs qui sont vigilants. Vigilant. Et alors, vous écrivez aussi que si les droits de l'homme ne sont pas respectés, hein, tout le monde le sait en Chine, c'est pourtant un pays illettré, vous venez de le dire, d'une immense culture, un pays millénaire qui a une histoire, donc trimillénaire. Oui, absolument. La Absolument. culture, ça compte. Mais la question on n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes codes. La question de la liberté individuelle, la question des droits de l'homme, elle n'est pas comprise du tout de la même façon, quoi. Et c'est assez compliqué, c'est même étonnant parfois. Elle n'est pas comprise, mais est-ce qu'elle est acceptée par les Chinois? Les Chinois, ils sont sensibles au fait qu'ils ont un bien-être matériel qu'ils n'avaient pas avant. Et donc, à condition qu'ils ne se mêlent pas trop de politique et qu'ils n'embêtent pas le régime, ils sont libres. Mais Et vous trouvez ça normal ou pas? non, on n'est pas habitué à ça, ce ne sont pas nos références. Oui, parce que vous dites que ce Ce pas sont les mêmes nos codes, codes. pas les mêmes références. Hein. Non, c'est vrai, on n'est pas du tout dans la même catégorie qu'eux. Et en même temps, il faut essayer de les comprendre. Il faut voir pourquoi ils pensent comme ça. Et ils sont pas du tout hostiles d'ailleurs. J'ai vu aucune hostilité. On a de vraies discussions, surtout en privé. En public, c'est différent. La parole publique, elle est quand même très différente de la parole privée. Mais on peut très bien discuter et essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Et ça, c'est passionnant. Évidemment, ça m'a beaucoup passionné. Alors, il y a ce qu'ils veulent dire, il y a ce qu'ils font. Une Chine qui revendique sa place au niveau international avec une certaine agressivité à la fois commerciale et géopolitique. Oui. Oui, ils ont été très humiliés au XIXe siècle. Ils veulent redevenir la première puissance du monde, ou en tout cas une des principales puissances du monde. Donc ils en ont les moyens. Ils sont intelligents, ils sont très travailleurs, ils ont 1,4 milliard. Donc voilà, et, ça tourne. Hein. C'est un pays qui tourne et ça c'est très impressionnant. Donc ils sont assez agressifs sur le plan politique, économique. On voit avec les routes de la soie évidemment. Donc tout ça est vrai.
Mais bon, ils défendent leurs intérêts. C'est pas nous, on défend les nôtres. Ça n'empêche pas qu'on puisse discuter entre nous. Ils sont pas plus agressifs que les Américains, hein. Et on voit se constituer éventuellement un axe, et pas éventuellement, on se voit se constituer un axe Pékin, Moscou, Téhéran. Ça vous fait peur ou pas? Ça doit faire peur ou Ouais, pas? ouais. Moi, Est-ce que c'est je suis un, pas. un axe artificiel ou pas? Oui, oui. Je pense. Moi, j'ai constaté que les Chinois aimaient pas les Russes. Depuis Euh, longtemps, hein. oui. Et Depuis Mao et avant même. Oui, avant, oui, Avant. ils ont eu des conflits. Il y a eu des guerres russo-japonaises au début du XXe siècle. Et puis, ils sont pas particulièrement. Il y a eu une période avec Mao où ils étaient en guerre ouverte, d'ailleurs. Ce qui était la cause de la période de la révolution culturelle que je raconte, celle de Pilin Pikong, c'est-à-dire la critique de Lin Piao et de Confucius, et dans laquelle, avec les Russes, c'était très difficile. Alors aujourd'hui, c'est un rapprochement tactique, évidemment, qui sert les intérêts des deux, notamment le discours anti-occidental. Mais je suis pas sûr que ça peut très bien se retourner. On voit bien qu'aujourd'hui, tout est mouvant. Et on peut voir que l'intérêt des Chinois aujourd'hui, c'est de se rapprocher des Européens. Évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas être restés en Parce conflit qu'il y a avec tout le monde. l'antagonisme aussi avec les États-Unis dont on va parler. Bien sûr, bien sûr. L'antagonisme avec l'Amérique fait qu'ils ont besoin des Européens. Des Européens. À la fois sur le plan économique, pour avoir un marché, mais aussi sur le plan politique. Et alors, tiens, j'ai oublié une chose. 74, vous arrivez en Chine. 73, Roger Perfit publie son livre « Quand la Chine s'éveillera ». D'après mes souvenirs, mais j'étais enfant à l'époque, il n'était pas pris vraiment au sérieux quand il a publié ce livre. Et pourtant, ça a été visionnaire. Oui, c'était visionnaire, oui, c'est vrai. Il n'était pas pris au sérieux. Je dirais pas qu'il n'était pas pris au sérieux. Je dirais que on ne se rendait pas compte de ce que ça pouvait représenter. Non, on a vu ce titre et ce livre avec surprise parce qu'on avait l'impression que c'était une Chine qui était très pauvre, qui sortait de la guerre civile en fait et qui n'était pas du tout au niveau. Et lui, je pense qu'il a eu l'intuition, et aussi parce qu'il a fait des voyages là-bas, de voir que c'était un pays qui avait un avenir considérable. Et ça il en a eu l'intuition. C'est fou d'avoir une telle vision. Hein. Oui. Surtout dans les années 70. Hein, Oui, c'est vrai il a eu cette intuition formidable et le livre, d'ailleurs, je l'ai relu. Il a vieilli parce que c'est un livre qui raconte surtout les années de Gaulle, quoi. La reconnaissance de la France, de la Chine par la France en 64. C'est-à-dire que De Gaulle aussi avait compris ça avant. Mais c'était quelque part De Gaulle parle aux Chinois ou les Chinois parlent à De Gaulle. Ouais. Mais c'était ça. Il y avait vraiment un dialogue. Ils sont très reconnaissants d'ailleurs à la France d'avoir été le premier pays occidental à reconnaître la Chine en 1964. Donc là, c'est 10 ans avant que moi-même j'y aille. Et donc, c'était très tôt que Perfit et De Gaulle ont compris que la Chine avait un énorme avenir devant eux. Donc ça c'est très important pour les Chinois aujourd'hui. Peut-être c'est ce qui manque aussi d'ailleurs aux politiques français aujourd'hui, de voir un peu ce qui va se passer bien sûr, plus tard. Hein. Bien sûr, la vision du monde, la vision historique. Mais je pense que, j'insiste là-dessus, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Chine si on n'a pas en tête un peu l'histoire du pays. Ah oui, l'histoire. C'est absolument fondamental. Ça m'a beaucoup frappé aussi bien d'ailleurs dans les manifestations culturelles, je veux dire dans les tombeaux des Ming, la cité interdite, enfin c'est une histoire considérable. Et ils le savent, ils veulent retrouver la première place. Ils le disent d'ailleurs, 2049, retenez bien la date, ça sera le 100e anniversaire de la création de la République populaire de Chine, et ils pensent qu'à ce moment-là, ils auront récupéré Taïwan, et ils seront la première puissance du monde. Hein. Ah oui. La Chine, c'est un danger pour le monde, pour le commerce mondial et la paix du monde, ou au contraire, un atout pour les échanges économiques mondiaux et la stabilité internationale. Ou tout à la fois. Oui, je crois que c'est un peu tout à la fois. Ça peut être un danger, mais j'ai pas trouvé... Les Chinois que vous dites sont agressifs. Ils peuvent être agressifs, bien sûr, mais je pense pas qu'ils soient belliqueux. Je pense pas que la guerre soit pour eux le moyen de résoudre les problèmes du monde. Non, ils veulent le conquérir, mais pas par la guerre. Mais ça leur empêche pas d'être très impulsifs, enfin de vouloir quand même de savoir ce qu'ils veulent. Moi, je pense que on a besoin d'autres puissances mondiales pour équilibrer un peu le tout, quoi. Et je veux dire qu'avec ce qui se passe en Amérique aujourd'hui, je pense que Trump leur donne un sacré coup de main parce qu'il leur apporte l'influence sur le reste du monde sur un plateau. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance dans l'Amérique de Trump, alors que la Chine, paradoxalement, apparaît comme un régime stable, dont on voit très bien ce qu'ils veulent faire, qui annonce les choses, etc. Donc c'est incroyable le renversement qu'il y a eu en quelques années de l'image des deux pays sur la scène internationale. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour le monde aujourd'hui? C'est Trump ou c'est Xi Jinping? Aujourd'hui, c'est Trump parce qu'il est imprévisible et que quelqu'un qui change d'avis tous les jours, qui est extrêmement agressif avec
ses alliés, qui cherchent à foutre par terre ses voisins immédiats, je pense au Canada en particulier. Évidemment, ça fait peur parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il va inventer demain et qu'est-ce qui va se passer. Puis on peut pas compter sur lui. Alors on ne peut pas non plus compter sur la Chine parce qu'on sait très bien que c'est pas les mêmes intérêts, la même vision du monde, comme on disait. On est des nains par rapport aux pays européens. Oui, on est des nains. Oui, ouais. enfin, faut pas sous-estimer le poids des Européens. C'est quand même 500 millions d'habitants et de consommateurs, de producteurs, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais justement, je voulais parler de l'Europe. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même présidé Arte le 30 mai 92. C'était un an, je crois, après votre arrivée à Arte. Non, je suis arrivé en 89. 89 ? Oui. La 7, je suis arrivé en 89 et après il y a eu l'accord. Après il y a eu l'accord 91. L'accord avec l'Allemagne pour en 91. C'est pour ça que je parle de 91. Et on a démarré en 89. Et alors en 92, vous constatez qu'Arte était le projet de l'avenir, que c'était l'Europe. 33 ans après, est-ce que vous considérez que vous avez contribué à faire avancer l'Europe ? Oui, je pense que oui. Enfin, en tout cas, j'ai contribué à... Et qu'est devenue l'Europe depuis ? Oui, vaste question pour répondre en 10 minutes. Non, mais je pense que Arte a contribué à faire que les pays se connaissent mieux. Parce que quand on a des émissions de télévision qui racontent l'histoire de chacun, avec des documentaires, des fictions, des films, etc., on se connaît mieux. Donc j'ai contribué sûrement à faire que se développe une culture européenne, ou en tout cas une meilleure connaissance de chacun des pays, ce qui est nécessaire. En français et en allemand. Hein. Oui, parce que les Français connaissent très mal l'Allemagne, en général, et réciproquement. Les Allemands connaissent un peu mieux la France parce qu'il y a plus de tourisme. Mais quand même, il y a une méconnaissance. Donc ça, j'ai contribué à ça. Sur le plan européen, j'ai essayé de porter la bonne parole et faire adhérer d'autres pays. C'est difficile, mais enfin, disons que c'est un des outils culturels d'influence. Et qui reste. Et qui reste. Oui. Donc ça, je suis quand même très content et fier de ça, oui. Même quand il y avait des critiques sur Arte, une chaîne que personne ne regarde, vous savez. Une chaîne que personne ne regarde, un ghetto culturel. Pourquoi balancer de l'argent comme ça alors qu'on ferait mieux de laisser ça au privé Voilà, enfin, la chaîne de l'expiation aussi, parce qu'on parlait de l'anniversaire de la guerre. Enfin bon, j'en ai entendu toutes les couleurs. Mais enfin, malgré tout, le résultat est là. 30 ans après, 35 ans bientôt, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, quel regard porte le citoyen, Jérôme Clément, et l'ancien président d'Arte, sur ce qui apparaît comme aujourd'hui, au moment où on parle, la fin du conflit en Ukraine. La fin du conflit en Ukraine. Bon, d'abord, on n'y est pas encore. Oui, mais bon, a priori, on en voit des... On en voit des signes. Ouais, on en voit des signes, mais enfin, moi je suis assez méfiant vis-à-vis de Poutine, et je pense qu'il peut y avoir un cessez-le-feu, mais enfin, il peut aussi ne pas être respecté, comme on l'a vu d'innombrables fois avec lui. Donc, il faut quand même être très prudent. Si on arrive à trouver un accord qui garantisse effectivement la paix et qui permette d'avoir une certaine stabilité, ça sera positif, il n'y a aucun doute. Et simplement, il faut être extrêmement prudent parce qu'on voit que Poutine, depuis la guerre de Crimée et la prise de la Crimée en 2014, ça fait quand même 11 ans, il a respecté aucun de ces accords qu'il a signés. Donc, il faut être prudent. Mais enfin, si on arrive quand même à arrêter les hostilités et à faire qu'on puisse se parler et voir comment on peut gérer la suite, ça sera un plus, évidemment. Ce qui se passe évidemment. En Ukraine, je suis allé en Ukraine, d'ailleurs, juste avant mon départ d'Arte, pour signer des accords avec la télévision ukrainienne et voir comment on pouvait monter des opérations ensemble. C'était très intéressant. Je suis allé à Kiev, à Kharkiv, je suis allé un peu dans tous ces coins-là. Et on parlera de l'Ukraine parce que c'est aussi le berceau de notre famille. Oui, absolument. On va en parler. Oui. À l'époque, la Russie. Sur ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé avec Trump, ça peut permettre un sursaut européen ? Ah bah oui. Vous, le citoyen engagé européen. Ah oui. Ah bah oui. C'est sûr que le coup d'accélérateur que Trump a donné à l'Europe, je disais dans un journal, ça me paraissait juste, on pourrait lui donner le prix Charlemagne. Le meilleur, non pas le prix Nobel de la paix, mais oui, qu'on remet tous les ans à quelqu'un qui contribue à l'unité européenne. À Aix-la-Chapelle, il me semble. Aix-la-Chapelle, oui. Oui. Le prix Charlemagne. C'est le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, la menace qui fait qu'on est menacé par la Russie et que les Américains nous laissent tomber, évidemment, c'est un ferment d'unité, c'est un puissant ferment d'union, y compris d'ailleurs avec les Anglais qui se rapprochent de nous. Donc, je pense qu'il y a eu il y a un sursaut européen, en tout cas sur le plan militaire, mais enfin... Le plan militaire entraîne le reste. Il entraîne l'industrie, il entraîne l'économie, il fait qu'on se parle plus. Enfin, il entraîne un besoin d'avoir une Europe puissance qu'on appelle de nos voeux. Et d'ailleurs, l'événement extraordinaire qui se passe ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est
c'est le fait que la Grande-Bretagne rejoint aujourd'hui Bah oui, l'Union. absolument. Hein, oui, oui. On a le Brexit, on a l'impression que c'est... Enfin, c'est pas fini, mais... Le Brexit a été une énorme bêtise, Ouais, qui est vraiment un accident de l'histoire complètement absurde, qu'ils ont payé cher. Et maintenant, on voit bien qu'ils cherchent à se rapprocher de nous. Et heureusement, on a un Premier ministre anglais qui est pas comme Boris Johnson, qui a compris que c'était une erreur et qu'il fallait trouver des liens. Et c'est vrai que sur la défense, les Français et les Anglais sont les seuls à avoir un dispositif militaire, y compris atomique, qui est puissant. Et donc, le fait qu'ils se rapprochent est une très bonne chose. Je pense qu'avec la Pologne, l'Allemagne, l'Italie et les pays scandinaves, ça fait quand même une force qui n'est pas négligeable. J'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure quand on parlait de la Chine, et ça permet de faire le lien avec ce qui va suivre. La communauté juive de Shanghai, vous l'avez rencontrée? Oui. Et alors? Oui. Non, enfin, la communauté juive, le quartier juif de Shanghai. Ouais. C'est une histoire extraordinaire que peu de gens connaissent. C'est-à-dire qu'en 1900, au début de la guerre, il y avait un consul chinois à Vienne qui a exfiltré des dizaines de milliers de juifs qui étaient menacés évidemment par le nazisme en République tchèque, enfin en Tchécoslovaquie à l'époque et en Autriche. Et il les a fait partir par Marseille et ils sont arrivés à Shanghai. Et il y a eu, je crois, à peu près 30 000 juifs et une communauté avec un petit quartier que j'ai vu qui était à peu près intact, Little Vienna, ils l'appellent, et dans lequel il y a eu une communauté florissante, très bien accueillie par les Chinois, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que l'antisémitisme, ça ne leur disait rien du tout, et ils se sont illustrés beaucoup dans la musique et dans la médecine. Et la communauté chinoise de Shanghai, la communauté juive de Shanghai a été importante, elle a été florissante. Il y a même eu un secrétaire d'État américain qui était issu de cette communauté juive de Shanghai. Et même des dirigeants israéliens qui sont issus de cette communauté de Shanghai. Oui. Il me semble que c'était Olmert, enfin j'en suis pas sûr, mais en tout cas des dirigeants israéliens qui sont issus de cette communauté de Shanghai. Ah oui, ça c'est possible. En tout cas, ça a compté. Ça a été longtemps oublié, et puis il y a quelques années, il y a eu un sursaut, à la fois de la part d'Israël, mais aussi de la part des Chinois, pour faire remonter à la surface cette histoire. Un musée a été créé. Il y a une synagogue, enfin j'ai visité tout ça et ça m'a beaucoup touché évidemment. Et il y a beaucoup d'ailleurs il y a beaucoup de relations aujourd'hui entre la Chine et Israël, mais c'est pas le centre de cette émission. Parce que je veux qu'on parle, c'est le principe de cette émission, de parler aussi de votre parcours, de votre enfance, Jérôme Clément, une enfance particulière, singulière, complexe, trouble. Vous êtes né le 18 mai 1945, donc juste après la guerre, à Paris. Vous êtes le fils d'Yves Clément et de Raymonde, née Rivka Gornik. Votre sœur, l'écrivaine et philosophe Catherine Clément, a 7 ans de plus que vous. Entre vos deux naissances, il s'est passé la guerre. Hein? Absolument. Et donc ma mère était la fille d'immigrés. Qui étaient vos parents? Mon père était issu d'une famille bretonne, catholique, assez classique, si je puis dire. Bretonne et de la région de Sens, un peu les deux. Quant à ma mère, elle était fille d'immigrés russes, juifs. À l'époque, on ne parlait pas des Ukrainiens, mais en fait, c'était des Ukrainiens. Odessa pour mon grand-père. Et Romny, qui est une petite ville près de Poltava, au nord de l'Ukraine, pas très loin de Kharkiv, où était née ma grand-mère, qui vivait dans un petit village. Ça veut dire que quand vous avez vu ce qui se passe en Ukraine, ça a résonné en vous aussi? Oui, bien sûr, ça a résonné en moi, et j'y suis allé d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, mais bien avant la guerre, bien sûr, mais ça a beaucoup résonné en moi. On a fait des recherches, d'ailleurs mon fils a continué des recherches, a trouvé le registre de la synagogue à Balta, dans laquelle mon grand-père a été circoncis. Votre fils ethnologue? Oui, absolument, j'ai un fils ethnologue, absolument, Julien, oui. Donc, et qui a entrepris d'ailleurs une conversion complète au judaïsme depuis cette époque. Donc ça a marqué quand même l'histoire de la famille. Ouais. Quant à mes grands-parents, que j'ai pas connus, ils sont morts à Auschwitz en 1944, après avoir été dans le Lot. Mais mes parents Il me semble que c'était le convoi, d'après ce que vous dites, 76 ou... Oui, ouais. C'est très tardif. L'un des derniers convois. Ouais. Oui, bien sûr, ils sont morts le 1er mai 1944, en arrivant à Auschwitz. Ils ont été immédiatement gazés. Et alors, on va parler de tout ça. Donc, on va parler d'abord du milieu dans lequel vous avez vécu. Un milieu que les études ont réuni, alors que c'était deux milieux différents, le milieu catholique, le milieu russe. Mes parents se sont connus à la faculté de pharmacie. C'est-à-dire que ma mère est née à Paris, de parents
immigrés, comme je viens de le dire, et leur désir d'intégration était total. Donc ma mère a fait des études, et elle a fait des études de pharmacie où elle a connu mon père, et c'est comme ça qu'ils se sont ensuite mariés. Désir d'intégration, Oui, complet. goût du travail, Oui. goût de l'école, Oui, place de la culture importante, soif d'apprendre. oui, Tout ça, c'est essentiel pour s'accomplir, pour eux, pour vos parents. oui, C'est essentiel pour s'accomplir dans la vie. oui, absolument. Et je suppose aussi pour vos grands-parents et arrière-grands-parents. Bah, mes grands-parents, ils étaient quand même très contents. Enfin, c'était compliqué, mais ils étaient quand même très contents que ma mère se marie avec un Français, qu'elle s'intègre, etc. Mais Même parce si, que votre mère aussi a souhaité que vous soyez baptisé. alors, ça, c'est mes grands-parents paternels, la Ah, famille de mon paternel. père. Hmm. Oui, bah oui, eux, comme à l'époque quand même, il y avait quand même de l'antisémitisme. Hmm. C'était pas l'antisémitisme violent, mais malgré tout, mes grands-parents, ils souhaitaient que leurs petits-enfants soient catholiques et portent le nom Clément. Et ma mère a accepté parce qu'elle s'en fichait. À l'époque, d'ailleurs, c'était pas un milieu religieux sur le plan judaïque. C'était leur origine, mais ma mère, ça lui était un peu égal. Donc, C'était pas milieu religieux, mais avec une certaine mémoire, on va oui, en parler. bien sûr. Alors, vous avez consacré votre ouvrage le plus personnel, Plus tard, tu comprendras, c'était en 2005, suivi en 2008, Maintenant je sais, à cette enfance, à cette histoire familiale de la famille de votre mère. Pourquoi avoir voulu faire ce retour vers le passé, avoir voulu peut-être quelque part renouer avec un passé enfoui Bah justement, Parce qu'il y avait une espèce de tabou, d'omerta dans la famille. Oui, on parlait justement parce qu'il était enfoui, c'est-à-dire que je comprenais, jeune enfant, que il y avait quelque chose de trouble et qui n'était pas clair parce que on n'en parlait pas, les conversations s'arrêtaient quand je posais des questions. Quelle question? Sur vos grands-parents? Ben oui, Hein? oui. Parce que vous dites, Bah, vous dites, tous mes copains de lycée, d'école, avaient 4 grands-parents. Oui, Moi, j'en avais que 2. oui, voilà. Hein? Alors je posais la question. Hmm. Et pourquoi? On me répondait pas, on me disait oh, c'est la guerre. Bon, mais j'en savais pas plus quoi. Et je voyais bien aussi ma mère tous les ans disparaissait de la maison et on savait pas où elle allait. Et moi je pensais qu'elle allait voir des Russes. Enfin je savais pas très bien. En fait elle allait à la synagogue mais elle le disait pas. Pour Kippour? Oui, pour Kippour bien sûr. Oui. Hein? Pour Kippour, elle allait pour Rosh Hashanah et pour Kippour, mais elle le disait pas. Donc moi j'ai jamais su en fait tout ça. J'étais élevé comme un petit Français catholique dont les grands-parents avaient disparu dans des circonstances pas claires, et je voyais bien qu'on disait rien. C'était pas seulement dans ma famille, c'était l'environnement général. On parlait pas de De toute façon, après la guerre, les déportés avaient du mal à parler de la guerre. Bien sûr, jusqu'en 70. On a commencé à parler de la guerre après Paxton, après... voilà, après l'histoire de Vichy. Après l'histoire de Vichy, et encore après, plus... beaucoup après. Après le discours du Veldiv de Chirac. Oui, voilà, oui, et puis aussi Shoah, Shoah qui était fondamental. Ouais. Bon, mais moi, à l'époque, je ne savais pas tout ça. Donc quand j'ai compris et vu tout ça, j'ai essayé aussi un petit peu d'en parler avec ma mère, mais qui voulait pas, qui parlait pas, elle voulait pas parler de tout ça. Elle était rétive à évoquer cette période aussi douloureuse, parce que ses parents ont été assassinés, donc elle était fille unique en plus, donc vous voyez, c'était extrêmement douloureux, et on n'en parlait pas. Donc moi, j'avais un besoin d'éclaircir tout ça. Elle parlait russe, votre mère, hein? Ah oui, elle parlait russe. Vous avez des notions de russe? Ah oui, parce que vous l'entendiez parler russe avec ses tantes. Ah oui, hein? mais mes deux tantes, Tania, mes grands-tantes maintenant. Et Bella, c'est ça? Tania et Bella, elles parlaient russe. Elles parlaient français, elles étaient installées en France, mais entre elles parlaient toujours russe, donc j'entendais parler russe à la maison, mais pas yiddish, hein. Vous voyez, c'est quand même, il y avait la volonté d'occulter tout ça. C'était russe, mais c'est pas juif. Et donc moi je pensais qu'ils étaient russes, je savais pas trop qu'ils étaient juifs. Mais quand même j'ai retrouvé un jour un cadeau que j'avais fait à ma mère à l'école. Vous savez, des trucs de pâte à modeler, enfin qu'on fait cuire des plats d'endroit. Il y avait une étoile jaune. Donc quand même, je savais... Vous avez fait cette étoile? Moi, j'avais fait ça, j'avais fait une étoile. Parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Mais c'était jamais clair, c'était jamais éclairci. Et vous aviez la sensation... Enfin, vous saviez que vous étiez juif ou pas? Non. Non? Vous l'avez su quand? Je l'ai compris quand j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit pour ça. Pour essayer de tirer au clair ma propre histoire personnelle. D'où je venais, pourquoi c'était caché. C'est terrible, hein? Oui, c'était difficile. Mais quand ma mère est morte, j'ai trouvé dans les placards justement des choses dont elle ne m'avait jamais parlé, des portraits de mes grands-parents, des photos, des correspondances. Et en fait, elle les a gardées.
Oui, Hein, elle avait elle tout les a gardé, gardés. mais elle me l'avait jamais montré. Et elle savait qu'un jour vous les verrez. Sans doute, puisque c'était dans son appartement, dans des cartons, et donc j'ai reconstitué l'histoire. Et en reconstituant l'histoire, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de lacunes, donc j'ai fait des recherches dans les archives départementales. Je suis allé aussi aux archives nationales. Enfin, j'ai peu à peu reconstitué ce qui s'était passé. Et là, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai donné ce titre à ce livre. Plus tard, tu comprendras, parce que c'est ce que me répétait ma mère toujours. Oui, Elle me c'est disait, une phrase de votre mère. oui, Hein, plus tard, quand je lui posais des questions, elle me répondait ça. Plus tard, tu comprendras. Alors, effectivement, j'ai mis du temps. Hein. Il m'a fallu une quarantaine d'années, quoi. parce qu'elle avait été traumatisée par la guerre, par la mort de ses complètement. parents. Elle ne voulait Hein. plus entendre parler de ça. Hein. Et Je me souviens avoir un jour avoir été voir la liste de Schindler, Mhm. et j'en avais parlé. J'ai eu la bêtise, je m'en veux encore, de lui avoir dit, est-ce que tu veux Elle était folle, furieuse, que je lui propose ça, quoi. Elle m'a dit, tu penses pas question de... Voilà, elle ne voulait plus entendre parler de ça. Quelque part, vous avez une histoire comparable à celle de Clément Beaune, qui a appris Oui, très vrai. récemment que son arrière-grand-père, qui venait d'Odessa aussi, oui. avait été déporté. Oui, on en a parlé avec lui d'ailleurs. Ah oui. Alors que je m'attendais pas Il du avait tout. fait une émission Clément ici Beaune, où je lui ai montré la photo de son ouais. arrière-grand-père. Ah oui, ça a dû le toucher. Ah, c'était Ça a dû le terrible. toucher beaucoup, Terrible. parce que il n'y a rien à faire. Vous voyez, même en vous en parlant, ça m'émeut encore. Et moi parce aussi. que, oui, c'est des histoires terribles. Ouais, C'est c'était des histoires terribles. Mais quand j'ai créé, juste un mot là-dessus encore, parce que quand j'ai compris tout ça, et que j'ai eu la responsabilité de créer Arte... Et je vais vous dire ce que vous dites, hein, parce que je l'ai retrouvé. Ah bon, d'accord. Hein, vous dites qu'au début des années 90, quand vous avez créé Arte et que vous avez commencé à travailler avec les Allemands, Oui. c'est alors que ce passé a commencé à vous turlupiner. C'est Oui. ça, Oui, c'est vrai. hein? C'est vrai. Et C'est turlupiner, ça veut dire quoi? Bah, ça me tracassait, et j'en ai parlé avec ma mère. Et là, je lui ai dit, voilà, on me propose ça. Hmm. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu crois que c'est bien? Et elle a eu l'intelligence de me répondre, écoute, c'est le rôle de ta génération de réparer tout ça. Et elle savait que vous saviez votre passé, son Oui, passé? je pense qu'elle avait compris que j'avais compris Ouais, et que je l'avais. Ouais. Et vous voyez, c'est compliqué. c'est compliqué. Ça m'a initié à la dialectique chinoise. Et vos grands-parents donc étaient fourreurs, ils avaient réussi et avaient 55 ans quand ils sont réfugiés dans le Lot, Salviac. 44, la Gestapo les arrête en pleine nuit et ensuite c'est Drancy, Auschwitz. Et ça, c'est resté dans la tête de votre mère. Bah oui, bien sûr, parce que quand j'ai retrouvé la lettre que ma tante Tania avait écrite à ma mère en disant « Il est arrivé un drame, ma chérie, cette nuit, tes parents ont été arrêtés. » Voilà. Et le dernier mot que j'ai trouvé, qui m'a beaucoup touché, justement dans les placards, c'est un tout petit bout de papier très fin sur lequel il y a écrit au crayon nous partons en déportation demain. Un papier qu'ils ont jeté, je pense, de Drancy, sans doute avec une adresse, et que quelqu'un a posté et qu'on a retrouvé. Donc ça, c'est très, très émouvant, évidemment, tout cet Et témoignage. après avoir découvert tout ça, vous êtes resté le même homme ou pas? Non. Hein? Ah non, ça a été Un une choc. période, un choc, oui. Oui, c'était un choc. J'avais en même temps la responsabilité de créer Arte avec les Allemands, et en même temps, je découvrais le passé, mon histoire, et ce qu'ils avaient souffert. Et c'était une vraie réflexion aussi, un engagement européen. Et européen, j'allais vous le Oui, dire, hein, c'est ça un aussi. engagement l'Europe. européen. J'en ai Ouais. beaucoup parlé aussi avec les Allemands. On parlait beaucoup de ces choses-là. Et je me suis engagé parce que je pensais effectivement que c'était le rôle de notre génération de faire ce qu'il faut pour que ça se reproduise plus, quoi. Et c'est vrai qu'en créant Arte, en essayant de rassembler, de rapprocher les cultures européennes, j'espérais que ça donnerait des gages, enfin des moyens d'éviter ces drames épouvantables qu'ont été les massacres de la guerre. C'est ce que disait Simone Veil, c'est ce que disait Mitterrand Oui. aussi. Hein. Oui, Hein? absolument. J'en ai beaucoup parlé avec Simone Veil. Ouais. On a beaucoup parlé de la transmission. Elle se préoccupait beaucoup de ce qui se passerait une fois qu'elle serait disparue. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de témoins directs. Ouais. Et voilà, alors c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait tout ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et avec Arte, on m'a beaucoup reproché parfois. On me disait Arte, c'est la chaîne de l'expiation. Vous parlez de la guerre tout le temps. Bah, c'était important de parler du passé commun, justement pour tirer l'affaire au clair, quoi. Et je pense qu'on y est arrivé Et un pour petit peu. lever tous ces tabous qui Oui. étaient ceux de votre famille. Oui, Hein. oui. Votre mère, donc anéantie par la déportation de ses parents, par l'absence de vous, par l'absence de vos grands-parents que vous n'avez pas connus. Oui, Donc les tabous autour de votre histoire, oui. histoire familiale, maternelle. Et puis aussi, quelque part, aussi, vous parlez du silence de votre père.
Oui, ça autre c'est chose, un autre sujet très douloureux, c'est que mon père m'a jamais parlé de ça. On n'a jamais pu avoir le moindre explication là-dessus. Il est mort prématurément, il est mort à 61 ans, mais j'ai jamais eu une conversation là-dessus. Et même pendant la guerre, je ne sais pas très bien. Enfin, il a fait ce qu'il croyait devoir faire. Je ne peux pas porter de jugement, mais en tout cas, voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, on en vient à la période actuelle, Jérôme Clément. Le 7 août dernier, Michel Hazanavicius a signé une tribune dans Le Monde intitulée « Pourquoi j'ai le sentiment que les Juifs sont les ennemis les plus cools à détester ». Autrement dit, la haine du Juif est devenue fashion. Hein. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous l'avez ressenti depuis le 7 octobre? Bah, je l'ai beaucoup entendu. Personnellement, non. Mais il faut dire que j'ai un nom qui me prédispose pas à Clément, ça ne prédispose pas à subir des avanies. Peut-être aussi le milieu auquel j'appartiens n'est pas. Il y a beaucoup de juifs, le milieu du cinéma, de la télévision, de la culture. J'ai pas ça. Mais évidemment, je lis les journaux et je vois ce qui se passe. Donc, je suis pas aveugle ni sourd. Donc, je comprends bien tout ce qui se passe. Et évidemment, ça me choque terriblement. Et le problème est très, très douloureux, quoi. Est-ce que le 7 octobre, quelque part, ça a réveillé, je ne sais pas si c'est le bon terme, le juif qui est en vous? Non, parce que il était présent. Je veux dire, je peux pas dire que j'ai été réveillé par ça. J'ai trouvé que c'était horrible ce qui se passait. Et je l'ai vu comme un épisode, hélas, catastrophique. Catastrophique aussi par tout ce qui... Donc on voyait bien que ça allait entraîner une guerre terrible et que ça a été horrible et que ce massacre était atroce. Mais j'étais déjà investi. Bah oui, il y a eu ce choc. Oui, hein, des... oui, je ne pouvais pas avoir des chocs toute ma vie. Quand même. Donc le choc de mes 40 ans, disons, ça m'avait un peu prémuni contre... ce genre de choses, mais évidemment, comme tout le monde, j'ai été, et puis je suis plus vieux, hein, donc j'ai plus de capacité d'encaisse, j'espère. Alors vous venez de la gauche, je ne sais pas Oui. si vous êtes toujours de gauche, en tout cas vous venez Oui. de la gauche. Hein. Ça doit vous faire du mal de constater qu'à travers LFI, la France Insoumise, et Mélenchon, l'antisémitisme aujourd'hui a contaminé, a enquisté la gauche. Oui, c'est honteux, c'est absolument honteux, c'est honteux. Non, mais moi je suis totalement opposé, je suis... de gauche, mais je suis d'une gauche réformiste. Je suis pas. Et ce que fait Mélenchon et les filles, les remarques, les prises de position, tout ça me paraissent absolument scandaleux. C'est un dévoiement pour moi des valeurs de la gauche. Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Quand on est de gauche? Bah oui, parce que oui, c'est pas du tout dans la tradition ni dans dans ce qu'on veut faire, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens enfin, ce que fait Mélenchon et ce Assam, enfin tous ceux qui sont autour de lui. C'est monstrueux, quoi. Mélenchon, vous l'avez connu, je suppose. Oui, je l'ai connu. Hein, oui, bien sûr. C'était pas le même homme. Non, il a beaucoup changé. Il a vrillé. Oui, il a vrillé, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Parce que c'est un homme cultivé. Moi, je l'ai connu il y a longtemps et c'était pas du tout ce qu'il est devenu. Je pense qu'il a vrillé, qu'il était pris par une fibre politique. Je pense qu'il joue des enjeux électoraux dans les banlieues qui sont plutôt pro-palestiniennes. Enfin, moi, je trouve ça misérable, quoi. Misérable. Il multiplie avec ses amis, dont vous parlez, du LFI, les Rima Hassan, oui. Enfin d'autres, hein, les Homos, oui. tout ça, enfin, il y en a beaucoup. Bien sûr. Depuis des années, singulièrement depuis le 7 octobre, les déclarations et les tweets relents nauséabonds, antisémites, hein, on sait ce qu'il a dit de Yael Braun-Pivet, enfin même de Jérôme Gage récemment, ainsi de suite. Un récent sondage Ipsos démontre les ravages de la stratégie de Mélenchon. 20% des sympathisants de LFI souhaitent le départ des Juifs de France. 40% affirment avoir de la sympathie pour le Hamas. 55% adhèrent à au moins 6 clichés antisémites. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? Oui, c'est beaucoup. Je ne connaissais pas ces chiffres, mais c'est évidemment des chiffres impressionnants. Je ne sais pas si ça correspond à la réalité. Je ne me rends pas compte si c'est un sondage. C'est un sondage, oui. Oui. Non, mais il y a un mouvement antisémite incontestable qui s'est réveillé à cette occasion et effectivement, en mettant de l'huile sur le feu, Mélenchon et ses acolytes font un travail extraordinairement négatif. Donc ça, moi, je peux qu'être... Mélenchon, antisémite, et les filles, parti antisémite? Oh, je n'irai pas jusque-là parce que je veux pas...
faut peut-être pas généraliser quand même. Il y a des gens qui votent LFI, j'en connais, je sais très bien qu'ils sont pas antisémites. Mais enfin, c'est un sujet très sensible, hein, parce qu'on voit bien quand même que on peut comprendre bien sûr la défense des Palestiniens et des populations. Moi, évidemment, je suis horrifié aussi par ce qui s'est passé à Gaza. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de défendre Netanyahou. Ça n'a aucun sens. Mais il ne faut pas tomber dans le simplisme qui consiste ensuite à attaquer les Juifs, parce qu'on a vu ça tellement de ça dans l'histoire. Qui servent de bouc émissaire à tous les malheurs du monde. Bon, on peut pas. Il ne s'agit pas de ça, quoi. On peut pas faire ça. Et alors, certains se disent que Mélenchon est en train de pourrir la jeunesse. Est-ce que vous dites la même chose? Je sais pas. Je connais. J'ai pas pensé à cette expression, mais enfin, en tout cas, je pense qu'il joue un rôle très négatif. C'est une période dans laquelle il faut au contraire apaiser et il faut montrer les enjeux. Il faut avoir l'intelligence de s'élever au-dessus de ces débats-là, et ça devrait être le rôle des responsables politiques, des partis politiques. Enfin, il faut évidemment être contre l'antisémite, évidemment contre toutes les formes de racisme. Contre toutes les formes de racisme, évidemment. Et voilà. Et moi, personnellement, je pense aussi qu'il faut être contre Netanyahou, qui fait un. On ne voit pas comment tout ça va évoluer positivement pour Israël. Vous y croyez toujours à la paix ou pas? Israël-Palestine. Je pense surtout qu'il n'y aura plus de Palestine. Je crois que ça c'est terminé. Donc, et le problème va être quand même pendant de nombreuses années. Donc, je ne pense pas qu'on résout tous les problèmes par la force. Même si, dans le cas particulier, ça a permis d'en résoudre quelques-uns. Il y a un moment, il faut penser à la suite, à ce qui se passera après. Et alors, puis dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Quand vous pensez à la suite, qu'est-ce que vous dites? J'en sais rien. Vous savez, là, je suis pas. C'est très difficile. Et parce qu'on voit bien qu'il y a non seulement les enjeux locaux, mais il y a derrière tous les enjeux internationaux avec le rôle de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, de la Russie. Donc, on ne sait pas trop comment tout ça va évoluer. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, les armes vont cesser, mais il y aura une paix. Mais pour combien de temps? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui va se passer entre ces communautés? Comment va évoluer Israël aussi? C'est quand même un vrai sujet, quoi. C'est-à-dire que moi, je me sens profondément lié à la judéité, profondément juif aussi, par une partie de moi-même, en tout cas, importante, et d'ailleurs, fondamentale. Vous allez même retrouver, je ne sais pas si elle est toujours vivante, une vieille tante à Saint-Pétersbourg en 2018. Absolument, je suis allé la voir, oui, absolument. Donc vous avez la famille partout. Je suis content de... Oui, pardon? Vous avez la famille partout. Oui, mais parce que maintenant, elle est morte depuis. Ouais. Donc voilà, je suis content d'y avoir été à ce moment-là, alors que maintenant, c'est plus possible, quoi. Ouais. D'abord parce qu'elle n'est plus là, puis ensuite parce qu'on ne peut plus voyager. Non, je pense que il faut faire tous les efforts pour essayer d'arriver à trouver des solutions pérennes, quoi, qui vont permettre d'installer une cohabitation, une coexistence qui tiennent le coup, quoi. Et on voit bien, c'est vrai pour l'Ukraine, mais c'est vrai aussi pour le conflit au Proche-Orient. Bien sûr. Et pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. Je ne pense pas que la force résolve tout, quoi. Non. Et ça, je pense que c'est dangereux de le penser. Et je trouve que c'est vraiment une responsabilité catastrophique de LFI de s'engager sur cette voie, quoi. Sur quelle voie? Sur la voie de l'antisémitisme et du soutien inconditionnel aux Palestiniens, sans prendre en compte aussi ce qui s'est passé le 7 octobre, quoi. C'est pas possible. Vous qui, quelque part, aimez l'histoire, hein? Oui, tout à fait. Hein, ça vous rappelle peut-être la gauche d'avant l'affaire Dreyfus? Oui, il y a eu... oui, c'est vrai, oui. Enfin, quand même, quand on voit ce qui s'est passé au moment de l'affaire Dreyfus, finalement... Oui, une partie de la gauche, j'ai pas dit toute la gauche. Une partie, oui, bien sûr. Hein? Chacun a ses brebis noires. Oui. Mélenchon renoue avec l'antisémitisme de cette vieille gauche. Il y en a toujours eu, je pense qu'il y en aura toujours, il faut toujours la combattre. Voilà, c'est tout. Dernière question personnelle, Jérôme Clément. Que dirait votre mère, votre maman, que diraient vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, qui ont fui les pogroms d'Ukraine au début du XXe siècle, pour la France, qu'ils considéraient comme le pays des droits de l'homme, des libertés, de la lutte contre l'antisémitisme, s'ils voyaient que l'antisémitisme, quelque part, renaît de leur cendre aujourd'hui? Il dirait ça recommence. Il dirait ça recommence, il n'y a rien à faire, ça sera toujours là, quoi. Je pense que c'était une des grandes craintes de ma mère, d'ailleurs. Qui était que ça recommence? Que ça recommence, oui. Ouais. Et qu'elle faisait tout pour se prémunir de ça. C'est pour ça qu'elle voulait aussi intégrer son fils. Ouais. Presque, non pas en reniant ce qu'elle était, mais en tout cas en changeant. Mais à la fin de sa vie, je me souviens lui avoir demandé, mais au fond, qu'est-ce que tu te sens? Tu te sens russe? Tu te sens française? Tu te sens... quel est ton... Vous lui avez dit, tu te sens juive ou pas? Oui. Ouais. Et non, c'est elle qui m'a répondu, non, je me sens aujourd'hui, je me sens proche...
Aujourd'hui, c'est en Israël c'est d'Israël que je me sens le plus proche. C'est vrai, elle vous disait Oui. ça, votre mère? Elle m'a dit ça à la fin. Ouais. Oui, oui, parce qu'elle me disait, tu peux pas comprendre ce que c'est pour nous qui avons vécu Le choix. la Shoah, d'avoir un pays qui a une armée, une police, un État. Voilà. Elle dirait peut-être ça, Mélenchon, aujourd'hui. Oui, sûrement. Ah, vous disiez ça, je me sens proche d'Israël. Oui, elle À m'a la dit toute ça. fin de sa vie. À la toute fin de sa vie, oui. Ouais. À la toute fin de sa vie. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, parce que je l'avais tellement entendu avant dans la volonté d'intégration, et puis respectueux aussi de la France, ce qu'elle lui avait apporté, et aussi à ses parents. Les valeurs républicaines. Oui, les valeurs républicaines. Et puis mes grands-parents ont été arrêtés par la Gestapo. Peut-être quelqu'un de la milice aussi, c'est possible. Mais voilà, donc elle avait gardé une hostilité farouche envers l'Allemagne, les Allemands, mais pas tous, puisqu'elle m'a encouragé à faire la réconciliation. Mais à la fin de sa vie, je pense qu'elle était revenue à ses origines juives dont elle parlait jamais avant. Merci en tout cas, Jérôme Clément. Avant de conclure, je rappelle que votre dernier ouvrage, La Chine de Mao à Xi Jinping, est publié aux éditions de l'Archipel. Merci de votre témoignage, Jérôme Clément, qui était bouleversant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci à vous.